Nous sommes de retour pour la suite de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 6 mars 2026, le monde va à 100 à l'heure et inévitablement les marchés financiers en sont les premiers impactés. Et écoutez, on va voir tout ça avec Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup, Eric, d'être avec nous ce matin en duplex, à distance. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan. Avant de passer en revue les éléments qui ont pesé et beaucoup pesé sur les marchés financiers et au-delà de la géopolitique, pouvez-vous nous rappeler quelle est la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez pour nous chaque semaine? Et c'est une performance qui est très négative en Europe, hein, puisqu'on a perdu plus de 6% du jeudi au jeudi. C'est bien sûr une baisse importante, qui est d'autant plus importante qu'aux États-Unis, finalement, le repli a été limité à 1,5% seulement. On sait que nous sommes plus exposés à la contrainte pétrolière et énergétique que les États-Unis, qui sont autosuffisants. Mais l'écart de performance est vraiment très important, d'autant que l'euro donc a perdu 1,7% contre le dollar, donc le dollar qui s'est redressé fortement en faisant usage en quelque sorte de sa qualité de valeur refuge en période donc perturbée comme actuellement. Exactement. Alors, pour la raison principale, hein, c'est votre première actualité, les géopolitiques. 28 février, les armées américano-israéliennes ont décidé de lancer des attaques sur Téhéran pour décapiter le régime des gardiens de la révolution, chose faite. Depuis, Téhéran se défend mieux que prévu. Téhéran qui assure, on l'a bien compris désormais, le passage ou non des pétroliers et des méthaniers dans le détroit d'Ormuz, pas que, même d'ailleurs de 11% des marchandises mondiales, donc ça va au-delà juste de l'énergie. En conséquence, c'est l'actualité que vous avez mis en avant et qui a inévitablement pesé sur les marchés, plus sous l'angle répercussions énergétiques. Oui, effectivement, on a une impression d'avoir déjà vécu hein, ce type de situation avec un prix du pétrole qui flambe au-delà de 80 $ le baril. C'est bien sûr l'angle d'attaque, en quelque sorte, le plus évident pour les marchés financiers, qui donc considèrent que cette crise est à nouveau donc défavorable, essentiellement donc à la croissance économique des pays européens et de la Chine, hein, les États-Unis à nouveau étant beaucoup moins exposés. Et c'est effectivement pour cette raison que cette première actualité est bien sûr négative pour le scénario de marché. Alors évidemment, on n'a pas le temps ici d'aller envisager les différents scénarios. Il y a un scénario catastrophe hein, avec le maintien des prix à des niveaux élevés, des prix du pétrole à un niveau élevé, avec donc quelque part un enlisement des opérations qui dure plus d'un mois. Et puis il y a une deuxième solution où finalement on trouverait un deuxième scénario où on trouverait une solution rapide avec un effondrement des prix du pétrole et la fin de l'embargo sur le pétrole iranien. Donc au total, on est, comme rappelé juste avant, dans une situation où l'incertitude est la plus importante. Donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bien sûr, c'est un élément négatif pour le scénario de marché. Exactement. Alors donc juste petite info hein, depuis le début du conflit, donc 28 février dernier, les prix du pétrole ont pris 15%. Voilà, c'est les scénarios comme vous le dites vont dans tous les sens, hein. Goldman Sachs pour eux, ça peut aller jusqu'à 100 $. J'ai même lu 200 $. À l'inverse, hein, je rappelle que le scénario central reste quand même une baisse du pétrole sur l'exercice 2026. Donc voilà, on part dans tous les sens et donc prudence, prise de hauteur. Comme vous l'avez dit, c'est l'Europe qui est le plus impactée par ce début de crise énergétique. Preuve en est l'évolution, la flambée des prix du gaz. Oui, c'est le deuxième point qui est bien sûr lié au premier et qui nous touche directement et très, très vite, c'est la hausse donc des prix du gaz qui a fortement augmenté, hein. Mais une hausse de plus de 50% en début de semaine, c'est quelque chose de très, très impressionnant et qui va très, très vite se sentir, notamment sur l'industrie allemande qui est grande consommatrice de gaz, l'Italie aussi. Et donc évidemment, c'est le premier point directement et clairement négatif pour l'économie européenne. Évidemment, il ne faut pas que ça dure, même si on a des points de référence historiques, hein. Il ne faut pas que ça dure, pas que ça dure plus de quelques semaines finalement, hein. C'est bien dans le cas de figure où les opérations militaires s'arrêteraient assez vite, on parle d'un mois. Voilà, il faut que grosso modo, arrivé au mois d'avril, tout ça soit terminé, que les prix rentrent dans leur niveau antérieur pour éviter donc les conséquences évidentes d'une flambée durable des prix du gaz, c'est-à-dire
ralentissement économique européen marqué, voire l'impossibilité de ce redressement qui est aujourd'hui dans le scénario le plus anticipé aujourd'hui en Europe. Ouais, alors effectivement, et on apprend ce matin, et ça va corroborer votre actualité, que, eh bien, il y a un système d'enchères. Ça y est, c'est ce qu'on craignait, qui est mis en place par les différents acheteurs. C'est-à-dire, bah, maintenant, c'est au plus offrant que les cargaisons de GNL sont orientées. Et actuellement, bien, on assiste à un déroutement massif de pétroliers, de méthaniers vers l'Asie, en fonction bah, des craintes d'approvisionnement sur le GNL. Bah, voilà, l'Europe qui se fait en quelque sorte dépouiller de son GNL par les Asiatiques, j'allais dire, par les puissances, les économies asiatiques. Oui, absolument. Donc ça, c'est un effet, bien sûr, important. Les prix continuent de monter. Il y a une concurrence pour les volumes. Il n'y a pas que les prix, il y a les volumes. Hein, c'est quelque chose de vital. On a besoin de volume, donc de gaz. Alors à côté de ça, il y a une troisième actualité qui est positive cette fois-ci, et qui provient donc des États-Unis, à savoir donc l'excellent ISM Service. Hein. L'ISM reste un indicateur avancé relativement fiable aux États-Unis. L'ISM, pour sa composante service, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui que la composante industrielle, cette composante service a été publiée en forte hausse et très supérieure aux attentes du consensus. Cela voudrait nous indiquer qu'effectivement, l'économie américaine est plutôt en train de se redresser ou devrait se redresser dans les mois qui viennent, ce qui est plutôt, bien sûr, favorable au scénario de marché. C'est pour ça on a noté positivement cette publication d'indicateurs avancés favorables donc à la reprise économique aux États-Unis. Oui, c'est ça. On a des indicateurs aussi sur le marché de l'emploi américain qui reste robuste, hein, l'économie américaine qui, pour l'instant, est toujours fortement résiliente. On finit, alors, économie américaine résiliente, mais des risques subsistent quand même. Vous nous parlez très régulièrement de ce souci que vous avez sur la titrisation de crédits américains, de produits bancaires américains. Eh ben, c'est un risque, c'est quelque chose qui commence à se matérialiser, en tout cas dans votre esprit, puisque vous nous en parlez régulièrement. Ah oui, c'est pas dans mon esprit, c'est dans la réalité des choses avec donc une titrisation américaine donc d'un immeuble donc d'immobilier commercial donc à San Francisco qui effectivement a fait défaut sur la moitié de sa valeur. C'est-à-dire que les investisseurs qui souhaitaient obtenir du 8 ou 9 sur ce type de produits financiers ont perdu la moitié de leur mise. Ça fait désordre effectivement et on voit bien que les titrisations d'une façon générale sont un petit peu en danger. Hein. Il y a un problème sur les titrisations donc d'immobilier commercial, sur les titrisations de crédit automobile, titrisation de crédit aux étudiants aussi. Donc tout ceci est effectivement dans une zone un peu dangereuse avec des taux de défaut hein, qui commencent à augmenter significativement. Donc, la morale de l'histoire, c'est que évidemment des risques financiers, on en a toujours et partout. Simplement, ceux-là seront révélés par le moindre ralentissement économique marqué aux États-Unis. C'est ça qu'il faut Exactement. vraiment comprendre et retenir, c'est qu'il faut surtout pas que cette économie se retrouve dans une situation de fort ralentissement. On serait là dans une crise financière qui commencerait très vite avec les titrisations, mais aussi avec le private equity, dont on sait que les parts d'actifs sont relativement surévaluées aujourd'hui. Ouais, alors même si on a eu cette semaine encore plutôt de bonnes nouvelles du côté du marché de l'immobilier, puisque les crédits hypothécaires sont restés stables, les taux de crédit hypothécaires sont restés stables, ce qui donne une petite bouffée d'air puisqu'ils étaient un plus bas, ce qui donne une bouffée d'air aux acheteurs. Tout ceci reste encore de toute façon à matérialiser pour les plus nouveaux, les plus néophytes d'entre nous. Sachez que la titrisation, c'est juste transformer des actifs peu liquides en actifs plus liquides qui pourraient être achetés par des investisseurs. Et notamment dans cette titrisation, il y a des crédits bancaires, beaucoup, dont des crédits immobiliers. Voilà, juste petite précision pour bien comprendre l'intérêt de cette actualité. En conséquence, la synthèse est négative inévitablement. La synthèse est négative, c'est-à-dire qu'on assiste quand même, et tout au long du mois écoulé d'ailleurs, à une baisse, je dirais, de ces indicateurs, donc à une augmentation objective selon nous du risque, du scénario de marché. Hein, donc on a une augmentation de ce risque. On est à -8 sur le mois écoulé, hein, c'est quand même pas mal, c'est pas catastrophique non plus, mais cette, je dirais, vision ou cette mesure, cette notation, du risque et des actualités, est compensée par, finalement une dynamique de marché qui reste extrêmement favorable. On l'a compris, on l'a vu dans les performances hebdomadaires.
annoncé en début de ce point. Les États-Unis tiennent remarquablement avec une baisse limitée importante, c'est-à-dire rien du tout. Donc on est toujours dans une dynamique haussière. Nos indicateurs de prêt de momentum restent favorables. Ils ont baissé, bien sûr, hein, comme le montre le graphique actuellement projeté. Donc on a une baisse de cet indicateur, mais qui reste néanmoins dans des zones tout à fait confortables. Donc au total, nous restons investis à 100%. Nous considérons que cette phase, cette crise géopolitique à nouveau, ne remet pas en cause actuellement la tendance qui reste euh, profondément haussière aux États-Unis comme en Europe. Donc globalement, nous restons investis. Nous suivons évidemment ce qui se passe, mais globalement, nous considérons que le marché devrait tenir dans les jours et les semaines qui viennent. Ouais, très clairement. Eric, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, une guerre, ça reste une opportunité, notamment pour des entreprises? On peut imaginer que les entreprises au Moyen-Orient qui ne peuvent plus réaliser leur activité, cette activité va être compensée par les entreprises européennes, par exemple. Alors, bon, je n'irai pas jusque dire qu'une guerre est une opportunité, opportunité étant connotée positivement. Je crois qu'une guerre, en détruisant du capital, peut offrir effectivement des nouvelles perspectives de croissance, hein. Ça a été théorisé en termes économiques, considérant que finalement les guerres permettent une relance de la croissance économique lorsque la paix revient. Globalement, on peut dire effectivement que ce n'était pas forcément négatif pour les marchés financiers. Exactement. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers et surtout sous quel prisme. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, Eric. On se retrouve la semaine prochaine. Et bien, écoutez, nous, de notre côté, on va marquer une dernière courte page de publicité, puis on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 6 mars 2026. Et on va voir ensemble que les marchés financiers, ce matin, se ressaisissent. À tout de suite.